Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Catalogne. Petit bilan planning. Tour de Catalogne là, donc aujourd'hui, normalement Gand-Wevelgem qui sera dans la foulée ce soir, donc je pense vers 22 h, on pourra pas faire plus tôt. Demain, j'espère faire la F1, mais je pense que la F1, il y aura tellement de choses à dire que je pense être obligé de faire 2 vidéos. Et il y aura la route Tourangelle, ça sera pas avant mardi. Je pense que mardi, il y aura la route Tourangelle et la F2 et la présentation d'À travers les Flandres. Je voudrais bien faire la présentation d'À travers les Flandres également. Donc peut-être un mardi un peu chargé sur la chaîne, mercredi À travers les Flandres. Et puis vendredi ou samedi, dans l'après-midi, présentation du Tour des Flandres, édition 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux dans les commentaires. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette course en général, parce que là je fais un bilan de cette dernière étape. Alors on va un peu parler de la course en général, mais je vais surtout faire un bilan de cette dernière étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez voir tout ce programme alléchant. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, parce que encore une fois, comme vous le savez, ça ne sera pas très régulier. Je dois faire également avec des contraintes techniques qui sont une connexion ADSL de très mauvaise qualité chez moi. On commence tout de suite, comme ça la vidéo sera pas trop longue. Dernière étape, donc c'était autour de Barcelone, avec notamment le circuit avec la montée de Montjuïc, à côté du château de Montjuïc, autour de la flamme, enfin de la vase qui avait servi au jeu de 92, parce qu'on était vraiment dans le centre olympique, dans le parc olympique. C'est toujours une course sympa, c'est toujours une journée sympa, je trouve, cette dernière étape du Tour de Catalogne, avec cette montée qui est très difficile. On n'a pas l'impression comme ça quand on passe lors du premier tour, on se dit « Oh, bah, la montée, ça va, bon, il y a un peu de pourcentage, mais c'est court ». Le problème, c'est que quand tu l'as fait 6 fois en 40 bornes, c'est très complexe, et puis le circuit final, il y a quand même, ça va vite dans la descente, donc il faut toujours faire attention de ne pas tomber. Donc voilà, surtout sous la pluie, il y a plus d'un mec qui ont perdu le Tour de Catalogne sur cette dernière journée. Et comme hier, on avait une belle échappée avec Higuita et Carapaz de 120 km, un duo normand, on me l'a dit dans les commentaires, que c'était le duo normand, j'avais oublié le nom de la course française, qui est comme le Baraki, où on m'a appelé ça alors ça je ne savais pas, c'était une gentleman, je sais plus, on m'a mis ça parce que j'ai un abonné qui m'a dit ça. Une gentleman, voilà, ou un gentleman, je ne sais pas comment on doit le prononcer. C'est là où je me dis quand même, en voyant ce type de course, que les chronos de 60-70 km par équipe, ça a quand même plus de gueule qu'un chrono de 15 km par équipe. À quand le retour des vrais contre-la-montre par équipe, qui au final faisaient des différences, mais pas forcément des différences dues à un bon coureur de contre-la-montre ou parce que t'empilais les bons coureurs de contre-la-montre, ça faisait la différence parce que l'équipe avait une grande cohésion. Et il y avait un vrai travail de collectif à réaliser sur ces longs contre-la-montre qu'on a perdu avec les contre-la-montre par équipe très courts et même les longs contre-la-montre individuels, parce que les longs contre-la-montre individuels, il y avait une vraie gestion de l'effort à faire et il y avait souvent des mecs qui partaient trop vite ou qui partaient trop lentement et qui finissaient fort mais qui en gardaient un peu trop sous la pédale. Moi je trouve que aujourd'hui le contre-la-montre est un peu le parent pauvre du cyclisme. Et ça serait bien de lui redonner de l'importance avec des plus longs contre-la-montre. Par exemple, là, je vois que sur le Tour de l'Avenir, ils vont faire un prologue par équipe qui n'aura pas d'incidence sur le classement général. Je me dis que c'est complètement débile de faire là un prologue par équipe, ça n'a aucun intérêt. Par contre, des longs contre-la-montre, 50, 60, 70 km par équipe, comme on avait à l'époque du dopage, mais je pense que c'est pas pour ces étapes-là qu'on se dopait. Foncièrement, ça a un intérêt, je trouve. Enfin voilà, ça donne le côté collectif d'une équipe. Donc on a eu beaucoup d'attaques parce qu'on voulait essayer d'isoler Carapaz qu'avec 2 équipiers et essayer de fragiliser Higuita. Pas de chance. Higuita comme Carapaz ont été très forts et au final, à part Wout Poels qui a abandonné, on n'a pas eu de changement dans le top 10 du classement général. On commence tout de suite et là aujourd'hui on va pas l'oublier par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence tout de suite par Quentin Paché. Parce que hier, pour tout vous dire, je m'en suis aperçu qu'au montage que j'avais oublié le bilan des Bleus. Et puis je me suis dit, je fais une rustine de 4-5 minutes que je recolle à ce moment-là. Ou le bilan des Bleus, on le saute parce que ça n'a pas non plus été incroyable sur l'étape du côté des Français. Je me suis dit, je le saute.
Mais vraiment, j'ai eu l'air con devant mon écran de montage, hein. Je peux vous le dire. Je me suis dit, mais quel con. Du côté de Quentin Paché, belle étape. Aujourd'hui, Quentin Paché, il a fait quand même une bonne course, hein, troisième lors de l'étape numéro 1, derrière Colbrelli et Matthews. Cinquième hier, là encore dans l'échappée où il fait un sacré numéro avec Kreuzweig. Belle semaine de Quentin Paché, c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. L'année dernière, ça n'avait pas été fameux chez BNB. Voilà, c'est vrai que c'est depuis sa première saison, son éclosion en 2020 qu'on n'avait pas trop vu Quentin Paché. Et là, il a montré vraiment de très très belles choses et c'est intéressant parce que je rappelle que Quentin Paché, ça sera l'une des pièces importantes pour la Groupama du côté des classiques ardennaises, pardon. Et avoir un Quentin Paché qui commence à être vraiment très performant, pour une équipe comme Groupama, pour un mec comme David Gaudu, ça va avoir son importance et ça peut être très intéressant pour David Gaudu d'avoir un équipier comme Quentin Paché qui a l'air d'être très performant. Et là, il a fait des efforts cette semaine, mais des efforts qui ont payé, une forme qui était vraiment bien sur cette course. Et encore une fois, ça faisait depuis quelques temps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là. Quentin Paché, donc chapeau du côté du coureur du Pays Basque, Quentin Paché. On continue avec Attila Valter, le Hongrois. Belle journée aussi, beau sprint, Attila Valter. Attila Valter, ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine. Elle a commencé un petit peu piano. Puis sur la fin de semaine, c'était déjà un peu mieux. Hein. Déjà hier, Attila Valter, sur une étape qui a été très rapide, il était vraiment pas mal. Là aujourd'hui, il finit fort, Attila Valter. Toujours des bonnes qualités de puncher du côté du coureur hongrois. Bon grimpeur aussi, hein. Je rappelle quand même qu'on ne fait pas top 15 sur le Tour d'Italie sans avoir un minimum de qualité en montagne. Malgré tout, pour le moment, depuis le début de saison, on les a pas extrêmement vus, ses qualités en montagne, mais voilà, il a fait le travail en tant que puncher aujourd'hui au sprint du côté du coureur hongrois qui a eu une semaine intéressante. C'est pas la semaine où il a été le plus en avant. C'est vrai que certains vont me dire oui, mais le mec finit très très loin au classement général. C'est pas forcément une belle semaine pour Valter. Moi, je serais beaucoup plus mesuré parce que je trouve encore une fois que la forme a été de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine. Je pense qu'il n'a pas été non plus complètement largué sur toutes les étapes. Je pense qu'il a un passage à vide, c'était jeudi, où voilà, il a un peu moins bien, mais sur le reste de la semaine, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il a eu aussi une première étape un petit peu compliquée, Attila Valter. Mais voilà, il y a une forme qui commence à arriver du côté du coureur hongrois, c'est assez intéressant. Puis je termine avec Guillaume Martin. Bonne semaine pour Guillaume Martin, il finit dans le top 10 encore du général de la course. Encore un nouveau top 10 sur une épreuve World Tour pour Guillaume Martin. Important pour Cofidis, ça apporte des points, encore une fois dans l'optique de l'UCI. Et puis aujourd'hui, il s'est quand même mis pas mal... la misère, je dirais, dans la montée de Montjuic parce que on sent que les jambes étaient peut-être un peu lourdes pour Guillaume Martin en cette fin de semaine. Donc vraiment, il a donné le maximum aujourd'hui pour réussir à faire la différence. Et il a été vraiment, je trouve, pas mauvais, le coureur français. Et puis encore une fois, un top 10 pour Guillaume Martin. Donc c'est très satisfaisant. Et on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir pour Guillaume Martin. Il y a des beaux objectifs et puis il y a des points à prendre au niveau UCI pour Guillaume. Et notamment, il sera présent sur le Tour d'Italie, le Tour de France, mais également sur Liège. Donc voilà, c'est la première fois qu'il va faire doubler un Giro Tour, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y aura peut-être des objectifs différents entre le Giro et le Tour. Peut-être qu'il aura plus un objectif de classement général sur le Giro et plus un objectif de gagner, d'aller chercher une étape sur le Tour de France. Peut-être que ça va également lui enlever un petit peu de pression sur le Tour de France, qu'il peut se mettre certaines fois. Mais à 28 ans, il est vraiment au top de sa condition physique, le Français. Et il enchaîne les top 10 dans les classements. Je rappelle, 9e de Paris-Nice, 8e du Tour de Catalogne. 3e du Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. 2e de la Rome Classique. 5e de la Faune-Ardèche. 2 fois dans le top 10 sur ce Tour de Catalogne aussi, donc c'est plutôt très intéressant.
avec des jambes qui me semblaient un peu meilleures que sur Paris-Nice. Je passe au plus-moins. J'ai mis Quintana. Bonne semaine pour Quintana parce qu'il est quatrième et qu'il a porté le maillot de leader un jour. Fin quand même compliqué pour Quintana. Déjà hier, je ne trouvais pas si incroyable que ça dans le final de l'étape. Mais aujourd'hui, c'était très compliqué pour Quintana sur les montées. On sent que les jambes étaient très 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 lourdes. C'est pas passé loin qu'il se retrouve en dehors du top 10. A perdu 1 minute aujourd'hui et a perdu beaucoup de place au classement. Voilà, un peu comme Almeida, l'étape a été pénible, je pense. C'est pas la meilleure étape de la carrière de Quintana, mais une belle place au général pour Quintana, une 7e place également sur cette étape quand même, même si il s'est retrouvé à un moment en difficulté en haut de cette montée. Du côté de Mondrick, mais du côté de Quintana, c'était peut-être pas forcément l'étape favorite également de Quintana au niveau de ce parcours final. Avec cette montée sèche, c'est pas forcément ce qu'il apprécie, je dirais le plus, et je pense que c'est ça qui l'a mis en difficulté, cette montée très courte. Mais au final, Quintana, il y a quand même une semaine qui est satisfaisante. Avec prendre la tête au niveau du général, faire également des très belles journées quand même. Face à Almeida, il perd le maillot pour pas grand chose. Pas forcément non plus, c'était pas forcément non plus la grande équipe du côté d'Arkea, donc c'est intéressant aussi de voir que Quintana a réussi à se débrouiller. Je dirais pas seul parce qu'il y avait quand même Elie Gébert, mais il n'y avait pas une grosse formation peut-être autour de lui. Je pense que sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne, puisque je pense que l'objectif de Quintana est plus le Tour d'Espagne que le Tour de France, il aura une belle formation autour de lui qui sera à son service. Je termine avec le flop du jour. Du côté des Bleus, c'est Storer, flop du jour et de la semaine. Storer, c'est pas le grand Storer qu'on a pu connaître à une époque, le coureur australien, très décevant. On va se demander, on va se poser des grandes questions quand même, parce que Storer, on pensait que c'était le bon recrutement de la part de Groupama, et pour l'instant, la bonne affaire n'est pas vraiment une bonne affaire du côté de Marc Madiot. Encore une fois, il peut y avoir des raisons. C'est pas simple aussi parce que je rappelle que les coureurs australiens, pour beaucoup, n'ont pas pu rentrer chez eux. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu aussi ce problème-là pour Storer. Peut-être aussi du côté de Storer, une difficulté d'intégration chez Groupama, ce qui est peut-être également le cas. Même si c'est une équipe qui maintenant sait faire avec les coureurs étrangers. Ils ont maintenant, c'est l'équipe française qui, je crois, avec à l'époque AG2R, qui avait pas mal les coureurs espagnols, même si à un moment ils étaient redevenus très français. Mais je rappelle qu'à l'époque de Casino, il y avait beaucoup de coureurs étrangers dans l'équipe Casino, pas toujours des coureurs très très propres en passant. Mais ça, c'est les deux équipes un peu emblématiques des équipes qui se sont internationalisées très vite et très tôt et qui ont compris que le cyclisme, il fallait s'internationaliser pour être bon dans le cyclisme. Mais aujourd'hui, Storer, il est nulle part. Alors, est-ce que c'est aussi dû au fait qu'il a fait une grande saison l'année dernière et qu'il a du mal à réembrayer sur la saison 2022 ? Mais pour le moment, Storer, on n'a pas le Storer de l'année dernière. Voilà, il y a un problème autour de Michael Storer. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Andrea Baggioli, l'Italien de la Quick Step. Autant j'ai été assez critique pour la Quick Step et je vais encore l'être, vous inquiétez pas sur le Grand Prix, sur le Grand Regal Game. Autant Baggioli aujourd'hui, il remporte une belle étape parce que l'étape qui a été très difficile. Même si, encore une fois, c'est un parcours qui lui convenait. Baggioli, c'est un puncher avec une très bonne pointe de vitesse, mais c'est un puncher à la base, Baggioli. Mais depuis le début de saison, Baggioli, je ne l'avais pas trouvé très bon. Notamment, on en avait parlé au Tour d'Arabie Saoudite.
mais même sur d'autres journées de course, même hier, Badjoli, je l'avais pas trouvé bon. J'avais dit, bon, bah voilà, normalement ce coureur-là, il aurait dû être mieux classé. Milan-San Remo, il était très loin. Il nous avait pas montré des très grandes choses, Badjoli, sur le début de saison. Je trouve qu'il avait été très discret, le coureur italien, ce qui m'inquiétait un petit peu, surtout que la Quick-Step n'est pas forcément en grande réussite en ce début de saison. J'ai vu une statistique très intéressante, la Quick-Step a quasiment marqué autant de points que sur le début de saison 2020, sauf que sur le début de saison 2020, je rappelle qu'au 27 mars, voilà, le point de comptage final était au 27 mars, sauf que le 27 mars en 2020, je rappelle qu'on n'avait pas couru depuis Paris-Nice. Donc c'est un petit peu biaisé, mais c'est pour vous dire vraiment que cette équipe pour le moment est un petit peu en difficulté. Et si on compare par rapport aux 5-6 dernières années, ils sont largement en dessous de leurs résultats habituels et de leur rendement habituel. Mais du côté de Badjoli aujourd'hui, c'est une victoire importante. Il finit sur une bonne note aussi parce que pour le moment ça n'avait pas été foufou. Et puis là maintenant il va se préparer pour être équipier de Julien Alaphilippe sur l'Amstel, la Flèche Wallonne et Liège. Sur l'Amstel, il pourrait avoir sa carte aussi, parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Et puis, il y a le Giro pour Badjoli dans un mois. Maintenant, le Giro, un mois et une quarantaine de jours. Donc voilà, maintenant, il faut montrer qu'on est en forme, en sachant que Dumoulin devrait normalement faire le Giro, malgré sa méforme. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Je continue avec Uno X. Comme hier, Uno X, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont montré quand même un gros collectif. Parce qu'ils ont tenté de faire craquer Higuita, de faire craquer Guillaume Martin, Quintana, Carapace. Et je pense l'équipe qui a été la plus entreprenante sur ce parcours. Bon, ça n'a pas suffi. Très clairement, mais c'est l'équipe qui a été, je trouve, la plus performante sur cette étape, qui m'a le plus impressionné sur cette étape. C'était leur première course par étape World Tour. Ils mettent 2 coureurs dans le top 10, je rappelle. Johannesson 7e, Thorsten Trahen 9e. Johannesson, dans l'avant-dernier tour, il te met une mine mais monumentale dans la montée de Montjuïc. Je peux vous dire que même Carapace et Higuita, qui pourtant sont en très bonne condition physique, on a eu la confirmation aujourd'hui, avaient beaucoup de mal à suivre. Ayuso n'arrivait pas à suivre. Et pourtant, on connaît les qualités d'Ayuso au niveau, VO2 max, au niveau puissance en watts et au niveau résistance dans ce type d'effort-là. Vraiment, Johannesson, il a été impressionnant. Et Thorsten Trahen, il a fait également le job 9e. Bon, c'est vrai qu'ils auraient voulu, je pense, remonter au classement un peu plus. Ils ont fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été payants. Mais quand même une bonne semaine pour Johannesson et Trahen. Et ça confirme que Johannesson est un grand talent. Quand on remporte, désormais depuis 4-5 ans quand même, quand on remporte le Tour de l'Avenir, normalement derrière on est très performant. Depuis même une dizaine d'années, je dirais qu'à une époque c'était pas forcément le cas. Je pense à l'époque de Romain Sicard, le Tour de l'Avenir n'était pas forcément, il n'y avait pas forcément une grosse start list. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez les start lists du Tour de l'Avenir, c'est vraiment impressionnant. Plus même, je pense, que la start list du Baby Giro. Et du côté de Johannesson, voilà, il a montré tout son talent, encore aujourd'hui. Il a fait vraiment la différence. Il a été très costaud. Voilà, dommage, il manque pas grand-chose pour gagner, je pense, aujourd'hui et pour réussir à décramponner tout le monde. Mais il n'a pas réussi à le faire. Mais voilà, très bonne semaine du côté de Johannesson. Et puis je termine avec Barcelo. 3e aujourd'hui. Pourquoi je mets Fernando Barcelo ? Parce que c'est important pour Cararou-Rallin. Ils ont très mal compris et pas du tout apprécié le fait de ne pas être invité sur la Vuelta. Barcelo, il vient de Cofidis, donc son objectif c'était de courir la Vuelta. Il y avait un vrai objectif d'avoir un grand rôle sur cette Vuelta. Et puis, le final, ils ne feront pas la Vuelta. C'est terrible pour cette équipe espagnole parce que c'est quand même une belle formation. Malgré tout, il a fallu faire un choix du côté des organisateurs de la course. On a Arkea qui prend donc une place. Vous avez également Alpecin qui prend une place. Il reste donc plus que 2 places normalement. Ils ont réussi à obtenir une 3e place
en faisant des pieds et des mains vers l'UCI, mais on a choisi plutôt Burgos que Carrara Rural. Bon, c'est un choix qui peut être discutable. C'est vrai que je pense que Burgos est un peu moins performant que Carrara Rural, mais sur le début de saison, c'est vrai que Burgos a montré quand même des choses, notamment avec Penalver sur les sprints, alors que Carrara Rural a été, je pense, un peu plus en retrait, même si Barcelo a fait 7e hier. Il a fait 7e également de la première étape de Grand Camino, 11e du Grand Prix cycliste La Marseillaise, 9e de la dernière étape du Tour de la Communauté de Valence. Mais c'est important pour ce coureur-là parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette situation-là. Il s'attendait à être invité sur les grosses courses et ça n'est pas vraiment le cas. Bercelo qui avait quand même des belles qualités chez Cofidis, mais pour moi, c'est pas forcément un coureur pour une équipe World Tour. Là, il est, je pense, dans une équipe qui est intéressante pour son niveau. Et puis, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je m'aperçois que j'ai fait très long sur cette vidéo. Donc je commence avec la Movistar, un peu le résumé de la semaine. À part Verona qui finit 8e de cette étape. Bon, bah, ça a été compliqué. Verona fait 11e, ce qui sauve, je dirais, un peu, mais alors vraiment très timidement, la situation de cette équipe. Ça a été une semaine très compliquée. Pour Movistar, on avait pris comme leader Valverde. Mais ça n'a pas vraiment marché, Valverde, sur cette semaine de course. Et puis après, derrière, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Valverde n'était pas en forme. Ivan Sosa, pareil. Bon, Carlos Verona, il a fait ce qu'il pouvait, mais c'était pas vraiment le leader, je pense, de l'équipe. Ils finissent aussi peu nombreux chez Movistar. Seulement à 4 avec Lascano et Will Barta. Ça a été une course difficile. Voilà, une course difficile. Ça montre aussi que du côté de Movistar, on ne peut pas que se contenter d'Enric Mas et de 3-4 coureurs chez Movistar. Il y a, je trouve, un collectif qui est faiblard. Vous avez des belles individualités, mais collectivement, je trouve que c'est faiblard. Le fait de recruter principalement en Espagne et en Colombie, Équateur, en Amérique du Sud, à un moment, ça a eu également des problèmes. Voilà. Bon, alors, ils ont commencé à recruter à l'étranger. Je pense au petit coureur Johan Jacob, le Suisse, qui est très bon, à Will Barta, l'Américain. Bon, il y a quelques coureurs comme ça qui sont très performants, mais il va falloir, je pense, en amener un peu plus. On ne peut pas se contenter seulement des coureurs espagnols. Et puis tu regardes que même les coureurs espagnols, ils n'arrivent plus à tirer les jeunes stars. Parce que quand on voit Ayuso qui est chez UAE, c'est un peu une déception quand même du côté de Movistar de ne pas avoir réussi à le ramener à la maison. Mais semaine compliquée pour Movistar, il n'y avait pas le niveau. Dombrovski, la semaine a été compliquée pour le coureur d'Astana. On va pas revenir sur le cas d'Astana qui est très très compliqué parce que je crois qu'il n'y a toujours pas les salaires. On n'a pas eu plus d'informations, mais l'UCI regarde ça très attentivement en plus de l'affaire du côté des agents des agents de coureurs qui est également extrêmement louche. Mais du côté de Dombrovski qui doit se dire qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère. Le niveau de performance depuis le début de saison, il est vraiment pas là. Alors là, il tente de sortir en échappée, mais on voit bien qu'il n'arrive pas à faire une grande différence dans cette échappée. C'est dommage parce que c'est un coureur que j'apprécie, Joe Dombrovski, mais seulement 32e du général. Je pense qu'il est capable de faire mieux sur ce type de course. C'est frustrant parce que je pense qu'il se retrouve dans une situation qui n'est pas simple. Je pense qu'il s'attendait, suite à ses résultats en 2021, notamment sur le Giro, de se retrouver dans une meilleure équipe, d'avoir peut-être plus de choix au niveau des contrats, sauf que il s'est retrouvé un petit peu bloqué seulement avec Astana. L'avantage, c'est qu'il a un rôle, je dirais quand même, de leader, de coureur très bien protégé chez Astana. Un petit problème d'encodage, donc on termine cette vidéo. Après Dombrovski, je passe à Louis Mentiès. Du côté de Louis Mentiès, le coureur d'Intermarché, contre-performance, je dirais, cette semaine. Pour moi, c'est pas une déception parce que j'en attends plus grand-chose de Louis Mentiès. C'est un coureur qu'on m'avait survendu il y a au moins 5-6 ans. On m'avait dit, tu vas voir. Quand il est arrivé dans le peloton professionnel, on m'a dit, tu vas voir, c'est une future pépite. C'est peut-être le coureur sud-africain qui va gagner, qui va pouvoir réussir à faire un top 5 dans un grand tour.
Aujourd'hui, Mentiès, on en est loin, quoi. Hein. Mentiès, c'est pas. Enfin, on sait très bien que c'est un coureur qui peut faire top 15, mais mieux que top 15 sur un grand tour, non. Et puis, cette semaine, il a été inexistant. C'est-à-dire que les seules fois où on l'a vu, Mentiès, c'était à l'arrière du peloton. C'était pas vraiment aux avant-postes. Donc, c'est pour moi une contre-performance, mais ce n'est pas une déception du côté de Mentiès, mais son début de saison n'est pas vraiment incroyable. Et il va falloir lui aussi, hein, fait partie des coureurs. Quand tu vois comment... En plus, c'est con parce que cette semaine, par exemple, j'ai trouvé qu'un Bakeland, ça a été très bon. J'ai jamais réussi à le mettre dans un top. Je peux vous dire que Bakeland, ça m'a fait plaisir de le revoir un petit peu au top niveau. Mais ouais, je me souviens quand il était arrivé chez MTM, Kubeka à l'époque, on avait dit, voilà, c'est un futur grand, tu vas voir, c'est un très bon coureur. Chez Lamprey, il avait été pas mauvais non plus, hein. Il y avait eu des résultats chez Lamprey, mais depuis qu'il est chez Dimension Data, ça a été un peu le néant. Et puis bon, déjà l'année dernière chez Intermarché, pardon, c'était pas fou. Mais là, c'est toujours pas incroyable. Coureur également qui a des lacunes, hein, notamment contre la montre. C'est vraiment un grimpeur, juste un grimpeur. Mais bon, j'ai peur que ça fasse un peu comme des coureurs comme Kreuziger ou autres, que ça soit l'espoir qui n'arrive jamais véritablement à confirmer derrière les attentes qu'on avait placées en lui. C'est un petit peu dommageable pour le coureur sud-africain. Et puis voilà, c'était le dernier flop. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc semaine très chargée, j'en ai déjà parlé en début de vidéo. La prochaine fois qu'on devrait faire une course comme ça, où on fait le débrief tous les jours, je pense que ça sera le Tour du Pays Basque, qui sera pas cette semaine-là, la semaine d'après. Je pense qu'on fera ça, mais c'est pas encore sûr, mais je vous le redirai dans d'autres vidéos. Il y aura la présentation donc d'À travers les Flandres, Tour des Flandres dans la semaine. Également parce que cette semaine j'ai pas pu faire la présentation des classiques flandriennes étant donné que j'étais un peu pris par le Tour du Pays Basque et puis par d'autres événements du côté du sport en général. Il y aura également le dernier piste verte qui va arriver je pense jeudi prochain, le dernier piste verte du côté des sports d'hiver. Et ben à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao ciao.